fait son doctorat présentement sous la direction d'Olivier Darquez, qui est assis peinard dans le fond. Andy, vas-y, je te laisse là. Merci. Donc, alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de mes travaux de doctorat, ce que j'ai faire cette année. C'est des résultats qui vont pas mal se retrouver dans mon article qui va être soumis le bout du bois d'ici peu. Donc, allons-y. Donc, alors, je vais vous parler, moi, de l'intérêt, de l'apport de la connaissance des paléofeux et de la dynamique forestière holocène pour définir, en fait, des nouvelles cibles d'aménagement écosystémique qui vont plus être ancrées dans la durabilité. D'accord. Donc, si ça, on va faire ça comme ça. Ah, ok. Donc, en fait, pour un peu faire une mise en contexte, la forêt boréale, ça a longtemps été considéré comme étant une forêt qui était infinie, qui était composée uniquement d'une seule espèce, donc en l'occurrence les pinèdes noires, et qui était regroupée dans des peuplements qui étaient équilibrés. Donc ça, pendant plusieurs années, plusieurs décennies même, ça a donné un peu l'impression d'avoir une ressource qui était infinie et inépuisable. Ok, et donc le mode d'exploitation pour ce type de ressources infinies, donc qui était pas mal organisé autour de coupes rases et de replantations. Donc par exemple, sur cette zone, donc vous avez juste ici, on a coupé. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller explorer d'autres zones. Donc par exemple ici, celle qui n'a pas encore été coupée. Voilà, vous allez l'exploiter. Puis, ce que vous allez faire, c'est que dans la zone qui a été exploitée, vous allez replanter de l'épinette noire, donc ça peut se repousser. Et puis, quand vous allez permettre finalement à aller exploiter et explorer d'autres zones, ben, vous espérez que votre zone initiale a repoussé pour pouvoir revenir la réexploiter. Mais voilà, le seul problème, c'est que ce type d'exploitation, donc de coupe rase, a été appliqué sur des surfaces qui étaient vraiment très très grandes et avec de la machinerie extrêmement lourde, ce qui a entraîné des tassements de sol et donc une modification du régime de circulation de l'eau. Et ça, en fait, à terme, ça a abouti à des accidents de régénération. Donc, en gros, les plantes qui étaient ainsi plantées ne reprenaient pas, ne grandissaient pas. Et vous avez donc des densités qui sont vraiment très faibles et un épuisement de la ressource en épinette noire. Mais aussi, vous observez en fait l'arrivée de feuillus, donc comme les peupliers, qui vont venir coloniser ce nouveau milieu qui a été mis en lumière. Et le problème avec ça, c'est que les entreprises forestières, au début, ne savaient pas comment utiliser les feuillus. Donc ça posait pas mal de problèmes de ce côté-là. De plus, ce type d'exploitation a suscité pas mal de prise de conscience de la part des Québécois et de manière générale, donc, soit le peuple québécois ou alors les ingénieurs, les forestiers et les chercheurs. Et il y a notamment donc, ce fameux documentaire qui est sorti et qui a mis un peu le doigt là où ça faisait mal. Il a mis en évidence un peu les abus des entreprises forestières. Et ça a vraiment participé à un éveil d'une conscience sociétale qui, depuis, se développe. Donc depuis ce scandale, en fait, les forestiers, les aménagistes et les entreprises forestières ont vraiment insisté pour avoir un contexte scientifique autour de la gestion forestière. Et les premières recherches ont permis de montrer que, par exemple, la première caractéristique de la forêt boréale, qui était supposée monospécifique, ne l'était pas, puisqu'on avait plusieurs espèces. Et ces espèces présentaient des tolérances variables à leur environnement, donc soit au type de sol, soit au climat. Et ça a abouti finalement au découpage de la végétation du Québec en types forestiers, donc on appelle ça des domaines bioclimatiques, des sous-domaines bioclimatiques. Donc vous avez par exemple pour le plus au nord de la toundra arctique, vous avez ensuite donc, la toundra forestière, Pessière-Alpine. Donc là on commence à arriver dans les zones exploitables, vous avez la Pessière-Anus, puis après un entraînement qui est plus important, plus vous allez vers le sud du Québec. Maintenant, pour l'aspect éculienne, des travaux ont permis de montrer qu'en fait, la forêt boréale était affectée par des perturbations qui sont de plusieurs natures. Vous avez le feu, par exemple, vous avez les épidémies, donc, la plus connue étant la tordeuse des bourgeons d'épinette, qui sévit pas mal dans la côte nord, les chablis et les feux.
cette dernière perturbation, les feux, a été décrite comme étant la plus importante pour la régénération des peuplements forestiers. Et donc le fait que les feux aient des cycles différents va influencer un peu la distribution des âges des peuplements. Vous pouvez voir donc en rouge, vous avez donc un cycle de feu de 100 ans, et vous avez donc en abscisse la distribution des âges, donc de 0 à 100, 200, etc. Et le pourcentage de paysages que cela représente. Donc vous voyez que par exemple, pour un cycle de feu toujours de 100 ans, vous avez 4% du territoire qui aura plus de 100 ans. Si vous augmentez ce cycle de feu, donc vous le passez à 300 ans, vous allez avoir une distribution qui est un peu plus étalée de vos âges de peuplement et vous allez potentiellement avoir des peuplements plus vieux. Et la ligne orange, c'est la simulation de la distribution des âges des peuplements quand vous avez un cycle de récolte forestière de 100 ans. Et vous voyez que finalement la distribution est complètement différente de la dynamique naturelle. Donc c'est là qu'on va avoir une intervention, une perturbation humaine qui va être complètement différente de la dynamique naturelle des peuplements. Ensuite, le dernier aspect donc, que la recherche a pu mettre en évidence, c'est que donc, les vieilles forêts, on parle depuis tout à l'heure de peuplements de plus de 100 ans, mais c'est pas ça en fait, il a été prouvé que ces peuplements sont de vrais refuges de biodiversité. Et c'est devenu un peu une cible à atteindre, donc d'avoir un pourcentage de vieilles forêts qui est relativement constant et qui correspond à la dynamique naturelle des peuplements. Donc, ici, voilà, et vous avez en fait un gain mathématique qui a été déterminé entre la longueur du cycle de feu, 100, 200 ou 300, et le pourcentage de vieilles forêts qu'il doit y avoir dans le paysage pour avoir donc, disons, un paysage qui est proche de la nature animale. Donc, voilà. Donc, moi, c'est pas mal dans ce contexte-là que mon doctorat s'inscrit. En 2011, pour un peu faire une synthèse de toutes ces connaissances, il y a un livre des états de référence qui a été créé. Donc, il reprend un peu les caractéristiques donc, du cycle de feu, du pourcentage de vieilles forêts, de composition des peuplements, pour toutes les zones que je vous ai présentées précédemment, donc du découpage de la végétation du Québec. Et par exemple, si on prend la Bessière de l'Ouest, on sait que le pourcentage de vieilles forêts peut être de 48%, avec un cycle de feu de 150 ans. Mais là, ce qui se passe, c'est que le ministère s'est dit, bon, voilà, maintenant, on a un peu un registre des états de référence, mais le problème, c'est que ce sont juste des valeurs. Il n'y a pas de variabilité autour de ces valeurs-là. Et donc, l'objectif, ce serait de trouver un moyen d'ajouter des intervalles de variation autour de ces moyennes-là. Donc, je vous ai parlé de la Bessière Amousse de l'Ouest, c'est mon terrain de jeu, vous pourrez dire. Donc, ici, en simplifié, vous pouvez voir donc, que ça va du sud de la baie James jusqu'au lac Mistassini, un peu au nord du lac Saint-Jean, jusqu'au nord de Rouyn-Noranda. C'est un territoire qui fait 175 000 km². Et ce qu'on a pu voir précédemment, c'est que les arbres, en fait, ou en tout cas les espèces, vont se développer dans des conditions qui leur sont propres. Et finalement, dans un territoire aussi vaste, on pourrait se poser la question, mais puisqu'on a trouvé une variabilité de la végétation, donc de manière latitudinale au Québec, est-ce que ce ne serait pas possible qu'au sein d'une zone de 175 000 km², il y ait aussi des irrégularités, de la variabilité, qui aboutirait en fait finalement à un autre découpage de la végétation. Ok, donc ce que j'ai fait moi de manière exploratoire, c'est que j'ai regardé certaines variables. Donc, par exemple, j'ai choisi des variables climatiques et des variables physiques. Vous avez par exemple ici donc, la température moyenne annuelle et ici des variations d'altitude. En fait, vous pouvez voir qu'effectivement il y a des gradients qui vont se dessiner. Vous avez des températures qui sont plus fraîches sur le nord de la Bessière Amousse de l'Ouest et qui vont devenir un peu plus, relativement plus chaudes, en tout cas vers le sud. Pour l'altitude, vous avez donc une distribution qui est d'ouest en est. C'est ça, d'ouest en est, vous avez un gradient de latitude. Et ça va aboutir à des gradients de végétation qui seront vraiment caractéristiques. Donc, par exemple, vous avez le pin gris qui va présenter une forte densité de population donc, sur la partie centrale et un peu sur le sud. Alors que pour les pinèdes noires, vous avez donc, toute une couronne de densité forte de population. Donc, on a un peu répondu à notre question, puisque aujourd'hui, on observe qu'effectivement, au sein d'une zone de 175 000 km², on a des recouvrements d'espèces qui varient.
qui sont différents, qui ne sont surtout pas homogènes le long de notre zone. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris donc, cette même zone, là, la PCR en de l'Ouest. Tous ces petits polygones, là, que vous pouvez voir, en fait, ce sont des districts, qui sont tous en moyenne à peu près 140 hectares. Et pour chacun de ces districts, on va avoir des variables climatiques, on va avoir des variables relatives au dépôt, à l'altitude, mais aussi à la végétation. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai en gros confronté un peu toutes ces données-là avec une analyse donc, multivariée, pour confronter donc, mes variables de l'environnement avec mes variables de végétation pour voir la réponse de la végétation face à l'environnement. Ce que j'ai pu observer, c'est des zones qui s'identifient. Elles sont au nombre de 5 et vous pouvez voir que par exemple cette zone-là est pas mal caractérisée par des points gris qui sont nombreux et des feux qui sont fréquents. Alors que cette zone-là va avoir donc, un dépôt plutôt de type tourbeux et des épinettes noires qui sont nombreuses. Voilà. Et donc sur les sites que vous avez pu voir, il y a des analyses qui ont été menées, des analyses paléoécologiques, pour lesquelles en fait on a extrait donc, les carottes de sédiments et on a étudié donc, de manière stratigraphique les charbons et les pollens. Donc ça, donc les sites vont être chacun caractérisés par leur morphologie, donc la surface du lac, la surface du bassin versant, la composition, son élévation. Les pollens, par exemple, sont produits de manière annuelle par les peuplements, donc quand ils vont se déposer au fond du lac, on va avoir un dépôt qui est stratigraphique. Et en fait, donc, en analysant chaque portion de carotte, on va pouvoir savoir donc, au moment du dépôt quelle était la composition du peuplement. Et donc on obtient ce genre de graphique, qui est un diagramme polynique. Donc vous avez l'évolution du temps de 8000 ans jusqu'à aujourd'hui en ordonnée, et puis donc, les différents pourcentages polyniques en axis. Vous pouvez voir que par exemple pour l'épinette, à l'époque actuelle, les peuplements donc, du lac Pescia, qui est un lac particulier donc, de cette zone, est composé à 50%. Près de la carotte de sédiment, les pollens étaient à 50% des pollens de Pescia. Vous pouvez voir un peu la distribution des différentes espèces, le Bétula par exemple, ou le Pinus dont on parlait tout à l'heure, le Pinguet. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une analyse multivariée donc, sur ces diagrammes polyniques, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai pris des morceaux de 1000 ans et je les ai projetés dans une ACP pour voir un peu comment comment s'organiser les espèces les unes par rapport aux autres et comment évoluer les peuplements au cours du temps. J'ai obtenu ce genre de résultats donc, pour les lacs que vous avez pu voir précédemment. Donc, ce qu'on voit, c'est d'abord l'orientation des espèces. Donc, vous avez par exemple le peuplier et le bouleau qui se situent ici. Vous avez par exemple le pin blanc qui se situe ici. Picea et Apia, donc le sapin baumier et l'épinette noire qui se situent là. Donc, on a une distinction des espèces et on a une progression dans le temps qui est particulière au lac. Donc, par exemple, le lac Pessière qui se trouvait ici il y a 8000 ans a transité donc, le long des différents gradients de végétation pour arriver aujourd'hui ici. Alors que pour d'autres lacs, comme pour le lac Manoun, qui se situe beaucoup plus au nord, la composition est pas mal restée la même au cours du temps. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a bien des trajectoires qui sont individuelles. On a des convergences et des divergences selon la zone dont je vous ai montré tout à l'heure. Et ça justifie amplement le fait de devoir décliner de manière plus locale les cibles d'aménagement. Ok, donc maintenant on passe à l'étude des charbons. Les charbons vont eux aussi se déposer de manière stratigraphique. Ils vont être produits à chaque événement de feu. Et leur étude, leur comptage va permettre de reconstituer en fait, finalement l'évolution continue du cycle de feu, de l'intervalle de retour de feu au cours du temps. Donc on voit qu'aujourd'hui, par exemple, l'intervalle moyen de retour de feu est de 117 ans, alors qu'il y a jusqu'à 7000-8000 ans, il était de 74 ans. Et en dessous, vous pouvez voir le pourcentage de vieilles forêts qui est calculé selon le lien mathématique que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc on voit qu'il y a 7000-8000 ans, le pourcentage de vieilles forêts était 26 ans. Aujourd'hui, il est de 43, enfin aujourd'hui, et depuis plus de 3000 ans, il est de 43%. Si on reprend les résultats, et qu'on les pose un petit peu sur la carte pour voir comment
qu'on a des différences entre les zones. On voit que par exemple cette zone centrale a un cycle de feu par exemple de plus de 342 ans, pardon, plus ou moins 59 ans. Ici, dans la zone plus au nord, on a plutôt 302 ans avec donc, un intervalle de 171 ans autour de cette moyenne. Et si on fait la même chose, donc on obtient des intervalles de pourcentage de vieilles forêts. Et vous pouvez voir qu'en fait, finalement, le 48% qui était défini dans les états de référence aujourd'hui, on peut un peu le questionner, puisqu'on voit que par exemple, on a ici des pourcentages de vieilles forêts qui varient entre 38 et 84%. Ici, on a 57-77%. Donc c'est ça. Finalement, on a bien réussi avec les données de végétation actuelles à diviser notre zone de la BCR de l'Ouest donc en fonction des différents gradients des gradients climatiques ou des gradients physiques pour prendre en compte en fait la variabilité naturelle des peuplements actuels. Avec l'aide de l'étude paléoécologique, on arrive à reconstituer la dynamique des feux au cours du temps, ainsi que donc la dynamique de vieilles forêts et l'évolution des peuplements forestiers au cours du temps. Donc, il est effectivement possible aujourd'hui d'améliorer un peu les cibles d'aménagement forestier qui n'étaient que des valeurs fixes, en leur donnant une certaine variabilité pour prendre en compte la dynamique naturelle des peuplements du passé et actuellement, et ainsi permettre de pérenniser un peu l'exploitation de la ressource forestière. Questions? Sébastien. Merci beaucoup. Très intéressant. Je ne sais pas jusqu'à quel point les forestières vous aiment ou vous aiment pas. J'aimerais savoir, par rapport aux zones, comme la zone de 175 000, bon, l'idée étant d'aller chercher un peu plus de spécificité d'un point de vue géographique, est-ce que ces zones-là sont liées à des zones définies par le ministère pour l'exploitation? Ou est-ce que c'est les zones que vous nous avez présentées un peu plus tôt sur justement la définition du sud au nord? Là? Je veux savoir, est-ce que ces zones-là font aussi partie de la gestion au niveau du ministère pour l'allocation en fait des terrains? Parce que pour moi, ce que ça me dit de votre présentation, c'est que vous avez beaucoup d'informations à amener au ministère par rapport à l'allocation, justement. Donc, je veux savoir par rapport à ces zones-là définies, qu'est-ce qu'il y en est? Okay. Donc, dans une zone plus précise, par exemple celle-ci, il peut y avoir plusieurs unités d'aménagement homogènes. Par rapport à mes zones, en fait, elles se changent plus ou moins. Ce qui va, en fait, être important ici, c'est que si vous préconisez, en fait, un cycle de récolte ici de 100 ans, ça va fonctionner. Vous allez avoir de la ressource à récolter donc au bout de votre terme de 100 ans. Mais par exemple ici, c'est des zones qui vont brûler très très fréquemment, avec beaucoup de pin gris. Et là en fait, le cycle de récolte de 100 ans, il est peut-être discutable. Peut-être qu'il faudrait le réduire. Parce que finalement, quand vous allez revenir sur votre parcelle au bout de 100 ans, elle aura déjà brûlé. Oui, j'avais mal posé ma question à ce moment-là. Ce que j'essaie de comprendre, c'est pour le ministère, l'allocation de la ressource se fait comment? Parce que là, vous nous avez montré de la spécificité, je pense que c'est très important, mais je veux savoir, par rapport à ces grandes zones-là que vous avez définies de forêt, le ministère, lui, alloue la ressource comment aux entreprises? Parce qu'évidemment, c'est là que moi je vois votre intervention. C'est précisément, on est capable d'aller de façon beaucoup plus spécifique aller allouer la ressource plutôt que de la faire de façon homogène au niveau géographique. Donc, comment ça s'articule par rapport à l'allocation du territoire aux grandes entreprises forestières? Ok. De manière régulière, il y a des inventaires qui sont faits donc, sur de très très nombreuses parcelles qui sont réparties tout le long du territoire pour évaluer la quantité de ressources. Mais je ne sais pas exactement comment sont allouées les unités d'aménagement. Mais je pense que forcément il y a une étude de la biomasse, une étude de la quantité de biomasse disponible pour attribuer les zones exploitables. Donc ils sont basés un peu sur ce que vous nous disiez sur la type forestier qu'on fait. Les études dont vous parlez sont vraiment à l'échelle du groupe, donc finalement c'est les mêmes données que moi j'utilise pour faire cette
enchaîner. Merci Andy, beaucoup.